Bonjour, je vais parler d'archéologie expérimentale dans le sport et nous avons testé donc à Vinnox-la-Grande avec la reconstitution de terrains historiques. Je présente cela en octobre 2021 au colloque à Arras de la Société française d'histoire du sport. Dans la courte vidéo qui suit, vous verrez le modérateur qui me présente. Ensuite, je vous expose mes travaux complétés par de nombreuses vidéos. Stéphane Méry, qui est spécialiste de l'histoire du tennis, qui est à l'université de Besançon, docteur en STAPS et docteur en sciences de l'éducation, va nous évoquer l'usage de l'archéologie expérimentale, ce qu'on peut parfois appeler aussi de l'histoire vivante peut-être, et comment cette archéologie expérimentale peut aider à comprendre la fixation des règles du tennis. C'est ça. Donc à toi la parole. Merci. Ce colloque, dont l'intitulé est Écrire l'histoire du sport, proposait une partie méthodologie. C'est donc là que je suis intervenu en prenant l'exemple de Vinnox-la-Grande où le jeu l'autre fois se jure tenu et on n'est pas l'autre fois. Donc mon point de départ, c'est la thèse en sociologie où j'ai une partie sur l'histoire du tennis consacrée justement à l'évolution des règles. Et donc c'est le point de départ de mon idée. Thèse donc soutenue à la Sorbonne, professeur Jacques Goldberg, par Lebas, Bertrand During, Jacques Crémieux et Luc Collard. Donc cette idée me vient très vite, il faut absolument étudier l'évolution des règles pour comprendre, bien entendu, l'évolution du jeu. Et, bien entendu, comment de ce terrain, en 1874, nous passons à ce terrain en 1883. Terrain aux dimensions actuelles. La problématique pour cette partie de la thèse, c'est simple, c'est quelles sont les modifications des spécificités sociomotrices entre le terrain de Wingfield en 1874 et celui de 1883 au format actuel, et quelles en sont les causes. Donc mes recherches s'effectuent pour la thèse dans les livres, les revues, les journaux, les œuvres d'art, bien entendu. Je vais aller au musée, au Tenniseum à Roland-Garros, la salle de lecture sur la droite. Je vais également aller à Wimbledon, dans le musée, l'équivalent du Tenniseum, avec donc cette belle salle de lecture, avec évidemment des ouvrages en anglais, mais aussi en allemand. Et là, je vais pouvoir dresser finalement une chronologie exhaustive de différentes formes de jeu, et je vais référencer énormément de terrains, comme vous pouvez le constater ici. Je ne présente pas tout, j'ai recensé plus d'une trentaine de terrains, travail qui n'avait jamais été fait avant. Donc terrains aux formes multiples qu'on peut retrouver en Allemagne, en France, en Italie et bien entendu en Angleterre. Donc ce travail, ce point de départ quelque part, ne me suffit pas. Parce que les textes ne suffisent pas. Et je pense au jeu que nous pratiquions avec nos camarades, et on s'est adapté finalement au lieu. On ne pouvait pas jouer sur la route, on s'est dit on va jouer sur le trottoir. Mais donc sur ce trottoir, il y avait des dénivelés. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des raquettes en bois et on s'est adapté. On a tracé des limites à la craie. On a mis un tréteau avec un simple filet et on a pu jouer. Ici, reconstitution de notre jeu par des petits. Alors, vous voyez, c'est tout à fait praticable, c'est facile à jouer. Et on passait 12 heures. Et donc, nous sommes adaptés au terrain. Même chose, j'ai discuté avec Romuald de Papeau au colloque de la Fraps. Et là, avec le Vince Pong, il adapte également un jeu à la salle. Et vous verrez que le terrain est raccourci à l'arrière pour pouvoir jouer en double plus facilement sur les côtés. Alors, j'ai une réflexion, bien entendu,
Et j'ai cette intuition que les interactions entre différentes variables qu'on verra tout à l'heure, c'est ces interactions qui construisent les règles. Et donc, par rapport à ça, je sais donc que ma compréhension n'est pas aboutie. Et en février 2005, la thèse se termine. J'ai le tournoi du mois d'août qui est en préparation. Et donc là, je vais avoir une idée. Devant le cours du Major Wingfield en dessin, je me dis, mais pourquoi pas refaire ce cours sur l'espace de jeu, sur l'espace RB qu'on a à côté du club, ici dans le tracé rouge. Donc on va faire passer la tondeuse pour raccourcir l'auteur de l'herbe, et ce terrain se situe juste derrière le clubhouse. On peut d'abord aussi le voir du clubhouse, donc c'est très pratique. Et donc, on va refaire les anciens cours pour tester les terrains. Bon, je m'interroge sur ma démarche. Évidemment, ça va déboucher donc sur une problématique pour ce cadre-là de la présentation au colloque. L'emploi de l'archéologie expérimentale associée aux méthodes traditionnelles de recherche en histoire permet-elle de mieux comprendre l'évolution des règles du tennis? Cette démarche met-elle mieux en exergue les effets des modifications des variables sociomotrices, comme la hauteur du filet par exemple? Et donc Pierre Parlebas me soutient dans cette démarche, et d'ailleurs pour preuve, dans le rapport de soutenance de thèse, cette démarche rare et pourtant riche en conclusions, à l'occasion d'une rencontre sportive et grâce à la complaisance des pratiquants, Stéphane Méry a pu procéder à une reconstitution historique de parties de tennis dans le cadre des règles du XIXe siècle, costume matériel d'époque, et donc rien de tel pour bien saisir le rôle du rapport à l'espace, du rapport aux autres joueurs et aux durées du jeu. C'est là une initiative fort éclairante. Pierre Parlebas apprécie énormément donc cette démarche, et pour lui c'est relativement novateur. Pour Jacques Rémieux, c'est un peu moins novateur, parce que lui il est plutôt spécialiste dans les sports de combat, et ça se pratique dans les sports de combat, mais il apprécie tout autant donc cette démarche. L'idée de reconstitution historique d'anciens terrains de jeu permet d'étudier donc comparativement de nos jours les problèmes posés à la pratique de l'époque. Cela rejoint le courant d'histoire vivante. On verra que c'est plus de l'archéologie expérimentale donc qui permet par exemple pour les sports de combat de voir comment se pratiquaient ces anciens sports. Donc nous sommes là dans une démarche expérimentale. On va donc tester des hypothèses. Est-ce qu'un filet plus haut oblige à lober? On va reproduire donc un phénomène, c'est-à-dire des joueurs avec des tactiques qui vont mettre en place et qu'on va pouvoir faire évoluer. On va faire varier les paramètres, hauteur du filet, taille du carré de service, etc., etc. Et donc les résultats vont valider ou non nos hypothèses. On adapte à notre recherche pour comprendre les modifications successives des règles qui agissent sur les rôles, comme par exemple le service. Nous allons reconstituer le terrain de 1874, ce mythique terrain, premier terrain commercialisé, les premières règles aussi au Marylebone Tennis Club et le tournoi de 1877 avec ce fameux cours. Donc voilà, la mise en place de ces terrains aux abords, comme je vous l'ai dit, donc voilà, du cours de tennis. Alors la différence entre l'histoire vivante et l'archéologie expérimentale, l'archéologie expérimentale, c'est beaucoup plus scientifique, on va dire, parce qu'on va expérimenter, on va pouvoir valider des hypothèses. Évidemment, il y a des manières de faire qui peuvent se recouper, comme le costume, etc. Brice Lopez, qui est un spécialiste justement dans cette archéologie expérimentale, nous présente là ce qu'il fait. Il teste des boucliers, par exemple. Tester également les petits poids utilisés pour les sauts en longueur aux Jeux olympiques antiques. Avec les tenues de l'époque, les matériaux de l'époque, nous allons donc pouvoir tester des techniques. Maintenant, voyons aussi la reconstitution de chars. Paradis! Oh! Action! Go! Extra!
Lima, Génois, Flecteré, Seguta, Testudinette. À Falaise cet été, un groupe qui fait de la recherche expérimentale sur les armes médiévales. Août 2021, à Besançon, un groupe d'escrimeurs, recherche expérimentale également. Apprise à la salle et avec son passé de danseur notamment, il arrive à faire un cours magnifique. Des cyclistes qui reprennent les vélos de l'époque pour refaire, pourquoi pas, des étapes du Tour de France. Les passionnés d'une discipline vont chercher à comprendre comment elle pouvait se pratiquer autrefois. En même temps que le tournoi, nous faisons une petite exposition sur l'histoire du tennis. Notre méthodologie pour comprendre donc l'évolution des règles se compose en deux temps, c'est-à-dire premièrement avec 7 joueurs en tenue et matériel d'époque, principalement sur les cours du Major Wingfield, et 15 joueurs des enseignants, surtout en tenue actuelle. Donc l'objectif évidemment c'est créer l'événement, tester les déplacements et tester le double mix, notamment sur le terrain du Major Wingfield quand on joue en tenue d'époque. Donc nous avons les raquettes en bois, les balles en caoutchouc dépoilées. Donc nous voici en costume avec l'ami Jérôme Dermoncir. Et pour les 15 joueurs, les enseignants, donc là, c'est pour visualiser les inconvénients de chaque terrain, pour expliquer donc ces évolutions des règles. Et donc les enseignants vont remplir des fiches d'évaluation pour chaque rôle, c'est-à-dire le service, le jeu de volley. Alors les passings, c'est pas forcément évidemment un rôle à part. Et surtout les tactiques choisies pour gagner les points, donc ça sur les 3 terrains. Je compile en synthèse, pour faire une synthèse, ces fiches. Alors évidemment, on va revoir ça plus tard donc dans mon document. Évidemment, c'est très utile pour comprendre. Donc nous allons être également filmés par France En quelques 3. années, le cours évolue. Donc, le club de sur les Villenox 3 terrains, reconstitue cette transformation. comme vous L'aire pouvez de voir jeu ici. s'élargit, le filet prend des proportions plus raisonnables. Et Des donc, ça va nous amener, bien entendu, avec en plus les essais des enseignants, à comprendre les avantages, les inconvénients pour chaque terrain. Pour le terrain du Major Wingfield, c'est un terrain qui n'est pas assez large, qui n'est pas assez long, avec un filet trop haut. Les passings et les lobes sont difficiles. Sur le deuxième terrain de 1875, filet trop sur les côtés, on ne peut pas faire beaucoup de passing. Et sur le terrain de 1877, les carrés de service sont trop longs. Et là, par contre, ça facilite beaucoup trop les services gagnants. J'explique ici beaucoup plus en détail la phase d'évolution tactique et technique sur le terrain de 1874. Je répète, ce n'est pas le premier terrain de tennis, c'est le premier terrain de tennis à être commercialisé. C'est celui-là qui est connu, c'est celui-là qui est fait par le Major Wingfield. Dans cette explication, que vous trouvez également dans une autre de mes vidéos, vous comprenez facilement que la position du serveur va faciliter largement les aces et mettre en difficulté les joueurs qui se trouvent ou qui peuvent se trouver très largement au fond du court, voire même derrière la ligne de fond. Le joueur qui sert peut monter. Comme le terrain n'est pas forcément très long, les relanceurs vont avoir des difficultés à lober ou à mettre la balle sur les côtés. Donc pour remédier évidemment à ces problèmes, il suffit de rabaisser donc le filet qui était tout de même très haut. Hein. Il est aux alentours de 2 mètres, 2 mètres 15. Ce premier terrain, très curieux d'ailleurs du Major Wingfield, va laisser place à un autre, tout aussi curieux,
Et d'ailleurs, les femmes vont se placer plus proches par rapport aux hommes du filet pour servir. Les carrés de service sont toujours au fond, donc c'est également un terrain très curieux que nous n'avons pas eu l'occasion d'ailleurs de tester. C'est un regret d'ailleurs, parce que sur du double mixte, la position des femmes différente de celle des hommes peut certainement avoir un impact, notamment sur le jeu de volley. Donc le jeu de volley a effectivement de l'importance parce que le filet est toujours aussi haut sur les côtés. Donc difficulté pour faire des passings. Donc on va très vite passer à un terrain qui va perdre sa forme de sablier. Il l'avait déjà perdu en Allemagne, un peu avant, cette forme de sablier, pour avoir un terrain rectangulaire, avec quelquefois des hauteurs de filet tout aussi importantes, mais vu que le terrain est plus large maintenant au centre, les passings sont donc facilités, d'autant plus que le filet sur les côtés continue à être rabaissé. Donc, élargissement du terrain, rallongement également du terrain, les carrés de service qui sont positionnés cette fois derrière le filet et non plus au fond du court, évidemment, ça change toute la tactique du jeu. Pour éviter cette prédominance du service, les carrés sont aussi réduits dans leur longueur. Alors évidemment, par la suite, on va voir que la prédominance du service va tout de même revenir d'ailleurs dans les années 60. Donc on a un terrain avec une forme définitive. Et ces spécificités sociomotrices du jeu, on peut voir qu'elles se simplifient, c'est-à-dire la forme du terrain, les différentes formes de service possibles par rapport à la position des serveurs. On arrive à quelque chose de relativement simple, avec un filet d'ailleurs pratiquement rectiligne, et les dimensions, entre 1883 et aujourd'hui, n'ont pas changé. J'en arrive donc à un premier schéma explicatif qui montre ces interactions sociomotrices. C'est-à-dire on a une interaction déjà entre la balle et la raquette qui va déterminer une trajectoire par rapport au projectile. Le nombre de joueurs sur le terrain va déterminer avec cette trajectoire donc un espace de jeu. L'espace de jeu, c'est quoi? La taille du terrain, la forme du terrain, la hauteur du filet. C'est ça que l'on nomme les spécificités sociomotrices donc, du jeu. Je vais donner un exemple d'application de ce schéma avec l'exemple de la prédominance du service qui commence d'ailleurs à partir de 1933 avec l'arrivée de nouveaux matériaux et de nouvelles balles. On a un rythme de jeu qui va augmenter et le placement des balles va également être meilleur et donc on va avoir une modification du rapport à l'espace-temps parce que quelques variables changent. Le point se construit en 3 frappes. Le jeu est trop rapide, ça plaît de moins en moins aux spectateurs, et en 1960, on pense à changer des variables. Donc on peut changer la taille du carré de service, on peut changer l'endroit où on va taper, etc., etc. Et donc j'en arrive aussi à un nouveau schéma qui part bien entendu du premier, et je vais ajouter des variables comme le risque physique, le temps de jeu, la dépense énergétique. Et donc, toutes ces variables-là, si on les modifie un peu, ça va changer les spécificités sociomotrices du jeu. Et ce sont ces spécificités qui créent le jeu, qui fait qu'un jeu est ludique ou pas. Donc les intérêts de la reconstitution, évidemment, c'est comprendre la pratique par le jeu et vérifier les hypothèses d'évolution, j'avais déjà évidemment eu, mais
avec les archives. Et donc, en faisant évoluer les variables, je vais pouvoir modifier les interactions entre elles et donc voir ce qui se passe réellement quand j'augmente, par exemple, la hauteur du filet. Et évidemment, créer l'événement. Et donc, augmenter la reconnaissance du club. Alors, vous voyez, là, ici, je présente différentes coupures sorties de la presse, de différentes presses, hein, aussi bien régionales, même nationales d'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais avec l'équipe. On avait encore Tennis Info également qui nous avait fait une petite publication. Et donc par la suite, ces terrains, nous avons fait des véritables terrains sur gazon. Alors ça évidemment, c'est une autre histoire que je présente dans d'autres vidéos. Maintenant, les limites de l'archéologie expérimentale telles que nous avons pu les voir. Déjà, ce serait à refaire, je ferais jouer les enseignants avec du matériel et des costumes d'époque. Maintenant, il y a des limites, parce qu'on peut être amené à faire des choses qui ne se faisaient pas à l'époque. Par exemple, vous voyez, en 1877, le jeu de filet sans rebond, il était interdit, parce que c'est une manière peu courtoise. Les balles à effet étaient mal perçues. Il fallait annoncer à autre voix les couper, par exemple. L'amorti, c'était déloyal. C'est-à-dire ça, c'était pas beaucoup pratiqué. Le lob non plus. Et là, regardez Jérôme, il fait un service au-dessus de la tête. À l'époque, je n'y ai pas pensé. Mais ça n'existait pas. Donc vous pouvez retrouver cela, évidemment, dans un filet et des sports. Merci de votre attention. Continuez à regarder les autres vidéos scientifiques ou celles qui présentent l'histoire du club. Merci à vous.